Bonjour à tous. Donc, nous allons voir dans ce second webinaire, toujours sur le volet de l'épisode GLIV qu'ont connu les colzas depuis fin mars. Nous allons voir du coup, l'évolution des parcelles et surtout ont été les facteurs qui ont pu ou non impacter l'évolution de ces parcelles. Donc voilà, ce webinaire, je rappelle, a vocation à prendre compte du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté, donc les principales zones touchées, et ne remplace pas, bien sûr, un conseil à la parcelle. Il s'agit seulement d'un constat que prodigue l'Institut. Donc, je vous propose de voir dans un premier temps, l'état des lieux, des parcelles de colza avec leur évolution. On verra également cette partie-là, tout ce qui a été tous les facteurs aggravants qui ont pu mettre en évidence ou non, exacerber en tout cas, excusez-moi, les dégâts de gel. Dans un second temps, nous verrons également le comportement des variétés face à cela. Effectivement, il y a quelques résultats intéressants qui sont ressortis des essais variétaux que nous suivons et qui ont été impactés par le gel. Enfin, un dernier point, un conseil quand même important, c'est l'aspect récolte, et on verra que suite à ce phénomène, il va falloir faire attention à ne pas récolter trop précocement. Nous terminerons par une conclusion et enfin, nous serons disposés à répondre à vos questions. Commençons du coup par l'état des lieux et l'évolution des parcelles. Alors je me permets de commencer avec un rapide contexte, donc pour rappeler le contexte bien sûr de cet épisode GLIF. Cet épisode GLIF a eu lieu fin mars et a concerné l'ensemble du nord-est de la France. Donc la carte qui vous est présentée ici à gauche présente les températures minimales que l'on a pu avoir. On voit bien que ça va du -2 à -6 degrés, voire même -8 très localement. Et ajouté à cela, en fait, on a eu un facteur vent qui s'est rajouté et donc qui a pu augmenter les températures ressenties dans les parcelles. Donc on a déjà un premier facteur déjà discriminant pour certaines parcelles, c'est simplement l'exposition au facteur vent qui a pu augmenter. Donc suite au retour de tous les partenaires locaux et aussi à l'expertise de chacun des régionaux, on a établi une première carte en localisant seulement les zones où on regroupait le plus de parcelles fortement impactées par le colza. C'est ce qui est présenté ici donc en rouge sur cette carte-là. Bien entendu, l'ensemble du nord-est a été touché par le gel. Ça ne veut pas dire que en dehors de cette zone rouge, toutes les parcelles sont indemnes. Bien entendu, on en retrouve aussi également un peu partout. Mais dans ces secteurs ciblés, en particulier donc vous voyez la zone Barrois, ou encore tout ce qui est Châtillonnais ou les plateaux de Bourgogne, effectivement, c'est là où on va retrouver beaucoup plus de parcelles fortement impactées. Alors, par fortement impactées, on sous-entend des parcelles, finalement, qui vont avoir un potentiel très très négligeable, très très faible cette année, et qui n'ont pas réussi à mettre en place des phénomènes de compensation. Sachez que on estime sur l'ensemble du nord-est moins de 5% des colzas fortement impactés par le gel. Donc vous voyez, finalement, ça représente que quelques milliers d'hectares, ce qui reste quand même assez faible, heureusement, sur l'ensemble des surfaces de colza ici dans le nord-est. Alors, on l'a pu voir sur la carte précédemment, on a quand même réussi à localiser certains endroits et pour cause, en fait, certains paramètres, en tout cas certains facteurs aggravants, qui ont pu en tout cas augmenter les dégâts de gel, se retrouvent en particulier dans ces zones-là. Alors, dans ces facteurs aggravants, donc on retrouve aussi dans l'ensemble, bien sûr, du nord-est, on va retrouver toutes les zones hydromorphes, bien entendu. Les faibles biomasses, les colzas finalement qui n'ont pas réussi à accumuler assez de réserves pour compenser, pour en tout cas faire face aux dégâts de gel. Alors souvent cela résulte simplement d'une mauvaise implantation, d'une mauvaise conduite à l'automne ou d'un hiver compliqué. On retrouvera également l'aspect enracinement, donc pareil, qui résulte là aussi pareil, souvent lié à l'implantation. Donc c'est ce qui illustre notamment l'image en bas ici à droite, avec un pivot, vous voyez, qui ne descend pas, qui n'est pas tout droit. Et aussi le facteur, bien entendu, alimentation, tout ce qui est alimentation hydrique, on en reviendra dans un second temps, mais aussi alimentation fertilisation, donc c'est-à-dire azote, phosphore notamment.
Enfin, bien entendu, le point aussi important, c'est la présence de larves de grosses altises et ou de CBT, donc de charançon du bourgeon terminal, qui peuvent impacter fortement le colza, d'une part en le fragilisant d'une part, et d'autre part, en fait, via les galeries que les larves vont creuser, eh bien, c'est une voie d'entrée, tout simplement, du froid dans la tige du colza. Voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, on retrouve finalement un historique un peu résistance du coup de ces insectes-là, donc sur la carto, qui correspond finalement aux parcelles localisées dans ces secteurs à résistance. Alors comment ça a évolué? Donc pour ceux qui étaient présents au premier webinaire, on avait identifié à l'époque trois cas types donc pour le colza. Donc un premier cas type 1 où les colzas étaient très touchés, donc c'est des colzas généralement chétifs déjà de base, qui avaient une forte pression larvaire, et là on voyait vraiment les amples florales totalement recourbées, les feuilles desséchées, voilà l'ensemble en fait des symptômes qu'on peut retrouver donc pour des dégâts de gel. Le cas type 2, pour rappel, c'est des colzas moyennement touchés. Donc là, moins de pression larveur, la biomasse est plutôt correcte. On retrouve quand même des tiges courbées, mais moins en tout cas que dans le cas type 1. Et enfin, le cas type 3, où là, on est surtout dans les colzas qui ont été moins touchés par le gel, avec seulement des tiges, des rampes florales principales, légèrement courbées, mais qui ne sont pas totalement retournées. En tout cas, ces trois cas types, là, finalement, on a une évolution, et globalement, on arrive à deux situations aujourd'hui. Donc, on a soit une situation A, où là, simplement, qui correspond en fait à l'évolution du cas type 1, où les colzas, eh bien, ils n'ont tout simplement pas réussi à rattraper le coup, et donc, on verra que le potentiel est fortement impacté. Et pour les deux autres cas types, eh bien, on a une floraison qui s'est engagée finalement sans trop de soucis, et donc on arrive à une situation B, donc avec un colza qui a pu reprendre, qui a pu mettre en place des effets de compensation. Là également, on verra un peu plus dans le détail. Si on commence déjà avec la situation A, donc la situation très impactée, donc on a ici, donc on vous présente donc un suivi photo du même parcelle, il y a assez typique de cette situation-là dans le temps. Donc une photo donc prise juste après l'épisode GLIF, donc au 26 mars, et on voit après l'évolution jusqu'à un mois plus tard. Et vous voyez que sur ces photos-là, donc le colza a très peu évolué. La biomasse n'a pas forcément évolué, le colza est toujours aussi tassé, aussi petit. Et on voit bien aussi que les tiges, les feuilles, continuent, et même nécrose, donc la nécrose que vous voyez ici par des taches un peu marron sur la photo, sont beaucoup plus visibles à partir déjà du 21 avril. D'autant plus, il s'agit d'un colza où on voit bien que la floraison, elle a eu beaucoup de mal, mais même elle ne s'est pas vraiment engagée de manière franche. Et effectivement, quand on regarde dans le détail, vous voyez donc jusqu'à 20% de fleurs, de plantes fleuries en tout cas au 21 avril, ce qui est très peu. Associé à cela aussi, donc, une forte pression ravageur, à noter qu'on dénombre environ 60% de portes buisselants dans cette parcelle-là, mais également aussi une parcelle implantée dans un sol superficiel. En fait, cela va avoir un impact également aussi sur la capacité de reprise, étant donné que on est dans des sols finalement avec des faibles réserves hydriques, et donc du coup, du fait du manque d'eau actuel, ça complique en plus donc cette reprise. Donc ces quelques parcelles, que je rappelle, qui quand même représentent peu dans le pourcentage total des parcelles de colza, et bien finalement, il y a eu quand même peu de retournements. Pour plusieurs raisons. Simplement parce que, d'une part, donc on peut retrouver déjà ces cas type A, on va dire parfois sur un morceau de parcelle, pas forcément sur toute la parcelle, un bout de parcelle par exemple en fond de vallée ou autre. Et d'autre part, pour les parcelles qui sont vraiment impactées sur la totalité, donc suivant cette situation, eh bien se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on met par la suite. Quelle est la rentabilité d'une part de la culture qui va suivre. On voit très bien qu'actuellement, les semis, en tout cas des cultures estivales, posent question avec le manque d'eau. La disponibilité aussi d'un point de vue semences, donc de ces cultures de remplacement. La compatibilité également avec l'itinéraire technique du colza, que ce soit des herbages, que ce soit aussi fertilisation. Et enfin, donc, la prise de risque, tout simplement, à réinvestir dans une nouvelle culture, sachant qu'on a déjà investi quand même pas mal dans le colza en place. Savoir qu'on est quand même sur 90% de l'investissement qui a déjà été réalisé en tout cas sur le colza. Donc finalement, les retournements vont être assez mini, ils vont surtout se faire dans les secteurs de polyculture élevage. Donc pour les agriculteurs qui souhaitent notamment remettre par exemple du maïs, fourrage ou autre. Maintenant, donc effectivement, oui, donc
ces facteurs-là, donc tout à l'heure je parlais que effectivement, on a quand même un aspect profondeur du sol qui a quand même joué sur cette capacité d'évolution du colza, donc vers ou non des phénomènes de compensation. Et effectivement, on le voit, c'est juste pour illustrer un peu avec cette photo-là. Vous voyez, donc entre un colza donc moyen dans une zone moyenne à profonde et un colza dans une zone superficielle, effectivement, c'est vrai que on n'est pas sur les mêmes même en tout cas levier de vitesse en tout cas pour ces deux colzas. Et donc ce qui explique pourquoi effectivement on a donc des colzas qu'on retrouve en cas type B, qui effectivement ont eu beaucoup plus. Ah, excusez-moi, ça avançait trop vite. Voilà. Donc cas type B, effectivement, voilà, donc qui ont pu en tout cas rentrer plus facilement en floraison, qui ont pu mettre en place des phénomènes de compensation. Voilà, donc là, même chose, on a en tout cas un suivi photo, comme vous pouvez le voir, donc avec fin mars, et donc on voit une vraie évolution d'une part de la biomasse, mais aussi d'autre part de l'entrée en floraison du colza. Voilà. Il y a noté qu'on était effectivement aussi dans une parcelle là, dans l'exemple, avec un plus faible, en tout cas une plus faible pression larvaire, avec 15% de pieds buissonnants. Alors, cette reprise, alors oui, d'une part, ça a été lié en partie donc avec cette profondeur de sol, mais d'autre part, il y a aussi des facteurs météo qui ont quand même été, on va dire, optimales pour aider en tout cas à cette entrée en floraison et surtout à cet effet de compensation du colza dans la plaine. D'une part, on était donc l'entrée en floraison n'a pas trop traîné finalement dans le temps, donc contrairement à ce qu'on aurait pu croire au début. On est passé comme du stade bouton, donc floraison au stade bouton, excusez-moi, floraux au stade début floraison. Il faut savoir qu'il faut environ 40 degrés jour, en moyenne, bien sûr, pour passer donc de ce stade-là à l'autre. C'est ce que montre ici la carte, c'est la somme des températures qu'on a pu avoir durant la dernière quinzaine de mars. Concrètement, on avait quand même donc cette somme de température, donc en tout cas ces degrés jour, ces 40 degrés jour, on les a eu quand même assez aisément. Et heureusement d'ailleurs, car sinon, le colza aurait pu traîner un peu plus, du coup, au stade bouton floral. Ajouter cela, donc, en plus de la pression donc, du gel, le fait qu'on a eu aussi donc, des mini-jets, ça aurait pu être beaucoup plus impactant. Et d'autre part, surtout, ce qui est donc espérer que la compensation s'opère plutôt bien, en tout cas la floraison s'opère plutôt bien, c'est qu'on a un quotient photothermique qui est optimal durant cette floraison. Donc, alors, quotient photothermique, pour un petit rappel, donc c'est le rapport entre l'ensoleillement et les températures. Et concrètement, ce quotient photothermique, bien passé un certain seuil, en tout cas un certain quotient, ratio, bien il va être optimal ou non pour la floraison et le métabolisme du colza. Et donc le colza va pouvoir ainsi donc avoir plus de chances d'augmenter sa fertilité, d'augmenter son nombre de siliques et son nombre de grains par silique durant cette phase de floraison et de remplissage par la suite. Donc des gousses. Donc c'est important donc savoir que dans la théorie, en tout cas pas dans la théorie, dans la physiologie donc de la plante, on passe en tout cas donc à cet optimum, passer les 1,4, 1,5 en termes de quotient photothermique. Et cette carte-là montre bien effectivement que ce quotient, donc vous voyez, donc on dépassait les 1,5 facilement sur l'ensemble du territoire. Voilà. Selon le tableau, parce que ce quotient photothermique, effectivement, c'est un des facteurs qui va régir effectivement la réussite de la floraison, mais ce n'est pas forcément le seul. Ça allait trop vite, excusez-moi. Car on a quand même le facteur hydrique, bien entendu, qui va jouer aussi donc dedans. Et c'est là, effectivement, où toutes les parcelles ne sont pas égales entre elles, donc en fonction de la profondeur de leur réserve hydrique. Effectivement, ça fait quand même plusieurs semaines déjà que on a eu pas ou très peu, en tout cas, de pluie. Et donc, cela se ressent donc sur le bilan hydrique du colza. Alors, pour illustrer le tout, on a ici deux bilans hydriques. Donc, un sur une réserve hydrique de 70 mm, donc pour la station météo de Châtillon-sur-Seine. Et donc, un autre bilan hydrique avec cette fois-ci donc une réserve hydrique de 150 mm, donc ici à droite. Vous voyez, concrètement, dès que la courbe bleue passe en dessous de la courbe ici rouge, bien, on rentre dans une phase finalement de stress hydrique, ou en tout cas de difficulté pour le colza, donc à subvenir à tous ses besoins en eau. Et on voit que ce début, en tout cas, de stress hydrique survient quasiment début avril, finalement, pour les réserves hydriques ici de 70 mm. Pour une réserve hydrique
pleine, en tout cas conséquente, de 150 mm, on voit que finalement ce stress intervient que actuellement, vous voyez, donc fin avril. Alors attention, bien sûr, hein, ça ne veut pas dire que dès qu'on passe en dessous de la courbe rouge, tout de suite les parcelles vont se dessécher à vue d'œil. Bien entendu, hein, il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu et les capacités bien sûr d'adaptation du colza, hein, donc à essayer de compenser donc ce manque d'eau. Cependant, on commence à freiner en tout cas effectivement son potentiel. Alors bien sûr, pour les zones superficielles, c'est plus compliqué, donc ce stress donc explique en partie donc le fait que ça ait beaucoup plus de mal à se reprendre par la suite et à rentrer en floraison. Pour le sol profond, pour l'instant, pas de souci majeur, mais se pose quand même la question de savoir comment ça va réagir par la suite si ce stress, en tout cas, perdure dans le temps. Sachant que ça peut impacter aussi donc tout ce qui est remplissage des gousses. Des cibliques, excusez-moi. Donc voilà pour cette partie diagnostic, donc et évolution des parcelles donc des colzas. Je vous propose qu'on aborde un second volet, cette fois donc sur l'aspect variétal. C'est comprendre hein, si effectivement on avait aussi donc un facteur variétal qui pouvait jouer ou non sur ce comportement au gel. Alors là, donc juste pour montrer un peu, hein, effectivement, peut-être que certains, en se baladant donc d'une part dans les parcelles avec différentes variétés ou même dans des essais simplement variétaux, ont pu voir effectivement des vraies différences hein, de comportement donc des variétés donc dans ces parcelles-là. Donc là, typiquement, on vous montre une photo, hein, donc c'est un essai qu'on a près de Nancy. Effectivement, on voyait quand même quelques différences comme ça variétales, vous voyez entre les modalités. Alors, on va voir que oui, il y a quand même quelques différences, mais c'est plus complexe que ça. En effet, déjà, il y a quand même un facteur malgré tout parcellaire géographique qui est très fort. Et juste pour vous l'illustrer, vous voyez donc ici on vous présente la photo d'une même variété, hein, donc dans deux essais différents. Alors je vous rassure, donc les deux essais ont bien été impactés par le gel. Hein. Et donc vous voyez donc l'essai de Nancy avec ici la variété qui a été notée donc sur le 9. Alors pour information, on vous donne des notes de 1 à 9, 1 pas impacté par le gel et 9 très impacté par le gel, donc c'est la note maximale. Et vous voyez donc à droite, hein, donc la variété ici a été donc avec une note de 1, la même variété donc d'un essai de Dijon. Voilà, c'est juste pour montrer qu'effectivement il y a quand même un fort impact finalement déjà d'une part donc de la parcelle et donc de tous les facteurs même qu'on a cités auparavant bien sûr. Cependant il y a quand même des tendances qu'on peut observer entre les variétés si on se penche sur l'aspect précocité de reprise des variétés. C'est ce que vous montre ici ce graphique avec des bottes à moustache où en fait on a trié bien différentes variétés, donc dans 3 essais hein, qui ont été touchés par le gel. On les a classés ici avec donc en rouge donc les variétés en tout cas à précocité donc tardive, à reprise tardive, et en vert les variétés avec une reprise plutôt précoce. Alors ce qu'on constate, c'est que finalement, bon effectivement une légère peut-être tendance des variétés plus précoces à être un peu plus impactées par le gel, mais surtout c'est l'aspect régularité face au gel qui est intéressant à voir, et on voit bien que ces variétés finalement précoces à reprise eh bien, montrent beaucoup plus d'irrégularité en tout cas face aux dégâts de gel que les variétés tardives. Et pour l'illustrer, hein, donc, vous voyez, donc là on vous montre sur ce graphique ici eh bien, les fameuses notes hein, de 1 à 9 hein, qu'on donnait à nos variétés entre l'essai de Dijon et l'essai ici de Nancy. Donc, comment lire ce graphique hein, c'est simple, hein, plus le point se rapproche ici de la médiatrice, eh bien, plus il est régulier en tout cas entre les deux essais. Et on constate bien que nos variétés, en tout cas ici, précoces à reprise, eh bien, s'éloignent quand même beaucoup plus hein, de cette médiatrice. Alors, vous voyez, bien sûr, c'est pas non plus vrai pour toutes les variétés. On a quelques variétés aussi parfois intermédiaires ou tardives qui peuvent se retrouver aussi plus régulières, mais en tendance, ça reste quand même une tendance en tout cas plus pour les variétés précoces. Voilà pour cette partie variétale. Alors sachez que bien entendu ces essais vont être menés jusqu'à récolte. On pourra voir s'il y a aussi d'autres effets hein, sur le potentiel visible entre ces variétés. Mais pour le moment, en tout cas, c'est tout ce qu'on a pu dégager comme tendance sur nos observations actuelles. Je voulais juste intervenir pour vous dire effectivement, vous pouvez poser des questions via le chat, là, via le bouton qui se situe en bas à gauche de votre écran. Pardon, Bastien. Pas de souci. N'hésitez surtout pas, hein, effectivement, sachant qu'on arrive en plus bientôt à la fin de la présentation.
Donc, le dernier point auquel on souhaitait insister, eh bien, c'est l'aspect récolte. Donc, comme on a pu le voir, hein, les colzas, finalement, on a comme des parcelles qui, d'une part, créent parfois de l'hétérogénéité suite, en plus, à l'implantation, et qui, là, de nouveau, vont retrouver un peu d'hétérogénéité, on va dire, dans les effets de dégâts de gel, de compensation, etc. Donc, ça va poser question, effectivement, pour la récolte, hein, donc, en termes de maturité. Et donc, il va être vraiment très important de ne surtout pas que les agriculteurs se précipitent à la récolte. Je rappelle juste que lorsqu'on récolte alors qu'on a trop d'humidité dans les pailles, dans les graines, on entraîne en tout cas des pertes possibles, hein, jusqu'à 5-6 quintaux par hectare de pertes. Et là, dans ces conditions en plus actuelles, hein, durant cette campagne, ces problématiques effectivement d'humidité, hein, seront sûrement plus réelles encore, en tout cas plus impactantes. Donc attention à prendre son temps et à ne pas précipiter la récolte. Voilà. Là, c'est juste pour vous illustrer, hein, donc ce petit graphique montre juste effectivement les pertes qu'on a pu en tout cas mesurer dans certains essais en fonction de l'humidité, hein, donc des pailles et des graines. Voilà. Juste pour le petit rappel, hein, bien sûr, donc l'optimum, hein, pour les graines c'est 9%, et attention également donc à l'humidité des pailles. Donc voilà un peu pour conclure sur ce second webinaire. Donc, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que on a quand même globalement, il faut quand même rester positif, on a quand même une amélioration, hein, donc des parcelles de colza, hein, touchées de manière générale. Effectivement, si on retire les 4-5% effectivement comme très impactés, finalement, ça reste positif, hein, et le potentiel est quand même en grande partie préservé. On a pu le voir, il y a quand même plusieurs facteurs aggravants, hein, donc, qui expliquent cette diversité de situations et d'évolution également, hein, donc tout ce qui était alimentation, biograsseur, exposition, hydromorphie, sécheresse. Alors je rabâcher encore un message qu'on tient depuis un moment, mais il y a quand même beaucoup de ces facteurs qui résultent aussi, eh bien, de la réussite de l'implantation et de la conduite à l'automne. Donc d'où le fait aussi, hein, donc d'être vigilant, en tout cas pour la prochaine campagne, sur ces points-là. L'autre conclusion, hein, donc vous avez pu voir, donc un effet variétal finalement très variable, hein, qui est quand même malgré tout donc, conditionné fortement par la localisation, par le contexte même de la parcelle. Et enfin, le dernier point, bien entendu, donc c'est tout ce qui est donc la récolte, hein, donc ne surtout pas se précipiter pour la récolte. Voilà pour cette présentation, en espérant que j'ai été assez clair. Auquel cas, n'hésitez pas à poser vos questions sur les diverses parties qui ont pu être abordées. Très bien, merci, merci Bastien pour cet exposé. On va donc passer à la séance de questions-réponses, si vous voulez bien. Alors, la première, c'est une remarque, je pense que c'est sur la diapo 6, cette remarque-là d'ailleurs. Étonnant de ne pas voir de parcelles plus à l'est, de parcelles gelées, j'imagine. Alors, effectivement, non, effectivement, il y en a eu, hein, bien sûr, hein. Là, on s'est voulu juste de localiser vraiment les secteurs, on va dire plutôt les regroupements, on va dire qui étaient vraiment géographiquement possible de faire sur une carte où c'était fortement impacté. Mais je suis d'accord, hein, ma collègue du courant qui a suivi notamment tout ce qui s'est passé du côté de la Lorraine et de l'Alsace confirme bien, hein, en tout cas qu'il y a localement, par endroit, en tout cas un peu partout, ces parcelles qui ont été quand même fortement impactées, bien sûr. Pour information, juste comme ça, sachez que certaines structures agricoles ont engagé des enquêtes actuellement pour peut-être un peu plus préciser localement les situations donc, des parcelles. D'accord. Alors, s'il n'y a plus de complément pour cette question, donc une question plutôt difficile et qui fait peut-être état de l'état des colzas global, c'est quelle rentabilité du colza en argilo-calcaire? Ah, c'est toujours une question compliquée, parce que le colza peut toujours encore y pâter malgré tout. Non, ce qui peut être sûr, c'est que les colzas qui, comme disait, donc le fameux cas type A qu'on a présenté, et là qui sont vraiment très impactés, donc qui représentent d'abord une bonne portion, notamment en argilo-calcaire. Enfin, pour ça, on estime là qu'effectivement, il ne faut pas s'attendre à des miracles assez simples. On va être sur les alentours de 5-7 quintaux par hectare, mais on parle bien de colzas vraiment très très impactés, hein. Donc j'insiste bien sur ce point-là. Pour les autres parcelles, en réalité, c'est très difficile de donner une estimation. C'est pas possible pour l'instant, et je pense qu'il faut attendre simplement la récolte. En tout cas, déjà voir comment se passe la fin de la floraison et aussi le remplissage, hein, des siliques, hein, parce que
le colza peut aussi compenser dessus s'il le faut, si les conditions hydriques se reviennent, pour avoir une meilleure vision. D'accord. Ensuite, une série de questions sur les variétés. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Est-ce une résistance variétale au froid ou plutôt un effet du stade de développement au moment du gel? Les différences de comportement, hein, j'imagine. Alors, c'est peut-être alors, c'est pas forcément simple effectivement parce que jusqu'à maintenant, alors faut n'hésitez pas mes collègues à compléter, hein, on n'a pas forcément de résistance en tout cas observée au froid, en tout cas de différences variétales liées au froid. C'est peut-être effectivement peut-être par précocité, c'est peut-être effectivement des collas qui étaient plus avancés lorsque le gel est arrivé et du coup qui ont pu être un peu plus impactés, mais c'est peut-être pas le seul facteur qui peut expliquer pourquoi la variété va se comporter comme ça devant le gel. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer aussi ces différents comportements. Et donc là, c'est pas simple en tout cas de répondre à cette question-là précisément. Oui, bonjour Aurore Bailly à l'appareil. Oui, Bastien, tu me dis c'est difficile hein, de sortir vraiment l'effet variété du lot parce qu'on a constaté en analysant les essais, on en a présenté 3 où il y avait les mêmes modalités, mais on en a eu 6 au total. Et en analysant ces essais, on a pu constater des interactions fortes selon les sites, en fonction du développement végétatif, en fonction de l'état sanitaire. Donc c'est difficile de dégager stricto sensus l'effet variétal, quoi. Donc je crois pas qu'on ira sur une classif froid, strictement comportement variétal. Et j'ai vu une réponse de Xavier Monniot qui disait classement sensibilité froid égale classement sensibilité ravageur. En tendance, oui, mais là aussi pas sur tous les sites. Voilà. Mais à Dijon, en tout cas, c'est ce qu'on a pu voir. Et pour le coup, à Dijon, les variétés précoces s'en sortent mieux parce qu'elles ont évité une partie du risque ravageur. Donc très complexe hein, de sortir des grandes tendances et de sortir vraiment que l'effet variété. D'accord. Et donc, question complémentaire sur les variétés, y a-t-il des différences entre les lignées et les hybrides en matière de comportement en froid? Non, pas de différence, hein, pas de différence observée. Non, comme je disais tout à l'heure, il y a pas, déjà qu'il n'y a pas de différence, comme je disais déjà dans les essais, on va dire à proprement dit pour une variété même, et donc non, il n'y a pas lieu qu'il y ait une différence finalement entre les hybrides et les lignées. À Nancy, où on a une collection de lignées en plus de la série d'évaluation classique de Terrinovia, honnêtement, dans ce qu'on a noté, elles sont sur des notes autour de 5. Je veux dire, elles sont dans la moyenne, elles sont ni meilleures ni pires que certains hybrides. Donc, c'est assez dangereux d'être dans cette séparation hybride-lignée. C'est un petit peu caricatural. Donc, pour moi, elles sont vraiment dans le ventre mou, dans ce que j'ai pu noter, en tout cas. Après, on verra leur capacité de compensation. Comme le disait Bastien, on va aller jusqu'à la récolte. Et on verra si les notes de gravité gèlent, enfin comment les notes de gravité gèlent se traduisent en rendement derrière. D'accord. Oui, alors effectivement, il y avait la remarque concernant les zones avec forte pression altise, classement froid égale classement sensibilité, larve grosse altise. Je crois qu'on y a déjà répondu. Je ne sais pas s'il y a des compléments à cette remarque. Non. Si, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on l'avait déjà évoqué, Laurent Ruc, pardon, quand on a des fortes attaques ou des fortes présences de larves de grosse altise, effectivement, c'est un peu comme une maison l'hiver avec les fenêtres ou les portes ouvertes, hein. Ça sensibilise les plantes au froid, hein. Donc ça, on l'a déjà observé, que ce soit des larves d'altise ou de charançon du bourgeon terminal. Donc effectivement, plus la plante est habitée par des larves, plus elle sera sensible en fait à ces coups de froid. D'accord. Alors, une question sur les surfaces. À combien d'hectares estimez-vous les surfaces retournées? Je crois que Bastien l'avait évoqué, hein, donc on parlait de quelques pourcents, hein, de surface retournée. Ça se chiffre grand maximum à quelques petits milliers d'hectares. C'est ça, effectivement. D'accord. Autre remarque, les parcelles qui ont reçu de l'organique repartent mieux. Alors,
C'est possible, hein, c'est peut-être possible que oui, si le facteur alimentation, effectivement, fertilisation, je veux dire, était un peu limitant pour l'aspect reprise, ça peut expliquer effectivement que les parcelles avec un peu d'organique ont encore, en tout cas, de l'azote au pied dans la longueur. Peut-être, hein, peut-être. Mais c'est pas forcément une explication forcément vraie pour toutes les parcelles. Hein. Après, tout dépend de la fréquence organique. C'est certainement des parcelles qui, si elles reçoivent régulièrement de l'organique, étaient probablement plus développées à l'automne. Donc, quelque part, ont déjà mieux résisté, dans certains cas, aux ravageurs hein, d'automne. Et donc, effectivement, après, je pense qu'il y a peut-être aussi la date d'apport d'azote qui a pu jouer au printemps, etc., pour la reprise. Hein. D'accord. Il faut certainement plutôt voir ça sur un aspect général de la plante, quoi. De meilleure croissance, hein, au sens large. Alors, il y a une remarque après, mais je vais la formuler en question peut-être, c'est est-ce que le mosard a impacté le colza, le colza et notamment le gel du colza? Est-ce que ça a sensibilisé les plantes? A priori, si on respectait les recommandations d'emploi, non. Non. Pour ma part, on m'a fait part d'une application tardive pour faire des crucifères début mars sur du colza, donc c'était complètement en dehors des clous. Là, le colza, il n'est pas bien, quoi. Mais sur le mosard, a priori, si on respecte bien les conditions d'application, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, une question sur les composantes du rendement. Avez-vous réalisé des mesures de composantes du rendement? Est-ce que on fait la remarque qu'il manque des pieds, il manque également beaucoup de silique. Les siliques semblent courtes, la floraison a été courte, donc on s'attend à des rendements très bas. Alors, composantes du rendement, et puis après, derrière, quelle fourchette de rendement prévisible? Question difficile aussi. Alors, pour les siliques, il est trop tôt. Puisqu'on est encore avec des boutons, des floraisons, donc les siliques vont encore apparaître. Le constat qu'on peut quand même faire, c'est qu'on a quand même moins de biomasse peut-être qu'une année où la sécheresse est moins marquée. Mais je pense qu'il faudra revoir le nombre de siliques un peu plus tard. Et ensuite, on verra également le remplissage des siliques. Hein. Les conditions, comme l'a dit Bastien, du rayonnement pendant la floraison sont plutôt un facteur favorable à un nombre de grains par silique plutôt élevé. Donc on verra ce qu'il en sera réellement, mais il faut encore un peu attendre. Le seul constat qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est qu'on est sur des biomasses qui sont plutôt moyennes à faibles, en termes de matière verte. Alors dans la même veine... Avec là, pardon, aussi, une forte hétérogénéité en fonction des situations. Alors en complément, dans les aspects composants du rendement, une variété qui a traditionnellement un faible PMG peut-elle compenser? C'est pas parce que le PMG est plus faible que forcément on peut mettre plus facilement en place d'autres aspects de rattrapage. Hein. Là, c'est difficile à dire. Hein. Tout dépend après de comment a été construit d'un point de vue génétique la plante. Mais c'est difficile de conclure qu'un petit PMG de base pourra mieux compenser par la suite. Le rendement, c'est un nombre de grains fois un poids de 1000 grains. Donc tout dépend du nombre de grains, etc. qu'on aura. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire tout ça. Ok. Mais vous savez comme moi qu'un poids de 1000 grains en fonction des conditions de fin de cycle, au moment du remplissage, peut varier d'1 gramme sans problème. 1 gramme, c'est 20% du rendement. Hein. Donc effectivement, c'est une composante importante avec le nombre de grains. Alors, question fongicide. Quelle stratégie fongicide sur des colzas impactés par le gel? Si Laurent, il y avait encore une question sur le retour annoncé d'un épisode pluvieux. Ah, mais c'est une question qui est après. Ah, pardon. Pardon, excuse-moi. J'essaye de ne pas les oublier, donc, mais je reviens dessus juste après, alors t'inquiète pas. Okay. Je ne l'ai pas loupé. Donc c'était quelle stratégie fongicide? Alors, la stratégie fongicide, dans tous les cas, alors normalement, je pense qu'une bonne majorité des récoltants vont être protégés, hein. Auquel cas, de toute façon, il n'y a pas d'impasse à faire. Hein. Dans les retours, déjà, pour information, dans les retours de kit PETA, dans les réseaux de surveillance, hein, le sclérotinia est bien présent, en tout cas. Donc, vous voyez, avec les pluies qui peuvent arriver par la suite, c'est toujours un risque.
Et d'autre part, on a toujours l'aspect maladie de fin de cycle, hein, qui, je rappelle, hein, donc, est géré aussi par cette protection fongicide scléro, qui rentre en compte. Donc, la stratégie finalement, eh bien, c'est la stratégie habituelle qu'on conseille, hein, sur les parcelles de colza, hein. Il n'y a pas de changement vraiment possible. La seule exception qu'on peut se poser la question, c'est sur les parcelles très très impactées, de voir est-ce qu'on peut peut-être ajuster ou pas la dose. Voilà, c'est tout. Après, ce qui s'est passé également, c'est que sur des parcelles avec une hétérogénéité de stades, il y a aussi eu, comme c'est le cas les autres années, hein, quand il y a des plantes à des stades différents, c'est peut-être de faire des doubles applications pour essayer avec des doses adaptées, de bien couvrir toute la phase de plus à risque et de cibler au mieux le stade chute des pétales, hein. C'est pour mieux prendre en compte l'hétérogénéité des stades dans une parcelle ou des refloraisons éventuelles, hein. D'accord. Donc, question sur les compensations. Avec le retour annoncé d'un épisode pluvieux, peut-on avoir une refloraison et un redéveloppement des ramifications secondaires? Est-ce qu'on peut compenser, quoi? Oui, alors c'est possible. Après, peut-être que qu'on a connu peut-être des années typiquement comme ça, effectivement, pourront le confirmer. Oui, oui, c'est possible qu'on ait des compensations secondaires. Oui, c'est pas évident de répondre non plus à cette question. Ça dépend de tellement de choses dans la parcelle. Si la plante n'a pas formé suffisamment de silique, enfin si elle peut considérer qu'elle n'a pas formé assez de silique et de grains, il y a des signaux hormonaux qui peuvent lui dire oui, il faut continuer d'en faire. Faut-il encore que cette plante ait la ressource pour le faire? C'est-à-dire que le potentiel de bouton, il est déjà fixé. Il faut voir s'il a déjà été consommé ou pas. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait d'autres facteurs limitants pour que ces boutons se transforment en fruits et en graines. Donc, ça dépend énormément de beaucoup de choses, quoi. Refleurir, oui. Après, il faut que ça aille au bout, quoi. Sur le potentiel très limité, il ne faut pas rêver non plus, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ce qu'on avait quand même vu lors du premier webinaire, hein, c'est qu'il y avait quand même les boutons sur les hampes secondaires étaient beaucoup moins affectés, voire pas du tout affectés, quoi. Et donc, c'est ces boutons-là qui sont aussi repartis dans les parcelles aujourd'hui qui se sont améliorés. Ok pour les réponses. Donc, alors, des apports azotés précoces et valorisés par les pluies début mars ont-ils rendu le colza plus résistant au froid et aux méligètes? Plus résistant au froid, c'est pas sûr. Certainement plus vigoureux et donc plus résistant aux méligètes, oui. Mais comme vous avez dit, ça a compensé après le stress de gel. Voilà. C'est ça commence peut-être mieux, effectivement. Si vous avez 10, 15, 20 méligètes par plante, c'est quand même compliqué, hein, même sur un colza vigoureux, quoi. Et j'ai une dernière question, en tout cas pour le moment, qui reprend, vous y avez déjà répondu tout à l'heure, mais je la repose quand même, des fois qu'il y a des compléments, parce que je ne l'ai pas tout bien assimilé, est-ce que le colza peut compenser totalement les rampes secondaires quand la rampe principale a été détruite par le gel et que les conditions d'enracinement sont bonnes, malgré la présence d'insectes d'automne, quoi. De larves de charançon dans les tiges, pardon. Ouais. Arnaud, s'il n'y a que la rampe principale qui est foutue, oui, sans problème. Sans problème, ça peut compenser. C'est pas sur la rampe principale qu'on fait plus de rendement. Et puis, on a fait des travaux où on s'est amusé à les couper, ces rampes principales, pour voir la compensation. Donc, quand c'est une compensation qui se met en place début flot, qui n'a pas de facteur limitant sur l'enracinement ou l'état sanitaire, comme tu sembles le dire, pas de souci. Le point positif quand même, c'est que suite au gel, les conditions étaient sèches. Donc il n'y a pas eu de pourriture, comme on a pu voir certaines années humides, de botrytis ou de choses comme ça. Donc il n'y a pas eu de dégradation quelque part supplémentaire. Et c'est comme si on avait coupé quelque part ces tiges principales. Donc effectivement, ça lève la dominance apicale et ça repart sur les ramifications. C'est vrai que l'expérience qu'on a, c'était fait dont Aurore parle, c'était du côté d'Estremont, en Picardie, sur des sols quand même relativement profonds, mais avec une compensation complète alors qu'on avait coupé, enfin les collègues avaient coupé les hampes principales. Même à Nancy, on l'a fait. Voilà. Quand le stress il intervient début flot, il y a zéro souci.
ça compense. D'accord. Il y a une question qui a été posée depuis, qui n'est pas une question facile non plus. Depuis l'hiver, aucune période d'accalmie pour le colza. Pluie hivernale, larves d'insectes, stress thermique, sécheresse, vent, méligette, enfin, absence de minéralisation. Donc le colza devient une culture de plus en plus aléatoire en termes de rendement et de marge. Et donc les questions, c'est celle-ci, c'est sans solution technique sécurisante, quel avenir réel du colza? Et voilà, et sa première question. Deuxième question, quelle baisse de surface prévisible pour la région sur cet automne? Oula, c'est... Alors, je vais me risquer. Merci Laurent. Non, globalement, je pense que le stress qu'on a connu là impacte d'autres cultures que le colza. Et je pense que Bastien l'a dit également, aujourd'hui, effectivement, le colza est impacté. Mais quelque part, c'est aussi une culture qui est capable de résilience, de compensation. Donc effectivement, je ne me risquerais pas trop à faire des estimations de rendement aujourd'hui. Ils annoncent de la pluie la semaine prochaine, un petit peu, donc on verra. On est encore dans une phase où le colza peut très bien compenser avec de la pluie. Donc attendons encore cet épisode-là. Après, sur la baisse prévisible de surface, on verra également ce que ça va donner. Ça a déjà fortement baissé, les surfaces, sur cette campagne-là. Après, il faut aussi avoir des cultures de remplacement, etc. Donc, on verra un peu ce que ces surfaces-là vont redonner. Mais je ne me risquerai pas à donner un chiffre. D'accord. S'il y a encore une question ou deux, n'hésitez pas à intervenir via le chat. Je vais laisser quelques instants. En attendant, est-ce que tu peux passer la diapo suivante, Bastien, s'il te plaît? Donc, s'il n'y a pas de questions, j'attends un petit peu, voilà. Quand ça arrive. Ouais. Donc, sinon, voilà, donc... merci pour votre participation. Tout d'abord, avant de nous quitter, je vous ai mis un lien dans le chat pour aller répondre à une petite enquête de satisfaction très courte. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Sur la diapo, vous avez le nom de vos contacts, mais vous les connaissez certainement déjà tous pour la plupart. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, donc la présentation qui vient de vous être faite va être mise à votre disposition sur notre site. Et la vidéo, bon, même si j'ai dû démarrer un peu tard, donc il faut que je revoie ça, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit aussi disponible rapidement. Et puis s'il n'y a plus de questions, et au nom de toute l'équipe régionale de Terre Novia, on vous remercie de votre participation à cette réunion pendant cette période vraiment particulière de pandémie et de confinement. Donc voilà, prenez soin de vous et bonne journée à tous. Et merci. Salut à tous.